Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler tout d'abord rapidement des marchés aux États-Unis, donc S&P 500, Nasdaq, qui sont sur des plus hauts. Est-ce que j'achète encore? Qu'est-ce que je fais en ce moment? Mon état d'esprit. Et ensuite, on va parler de la grosse semaine de résultats qui arrive, donc du concret avec beaucoup d'entreprises qui vont publier aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Pour information, pour les membres du programme, je viens de finir la mise à jour complète des maintenant accès. Et du coup, pour toutes les personnes qui voudraient nous rejoindre, vous avez une offre sur la formation qui est disponible, car du coup, je viens de faire la mise à jour et je vais monter le prix à la fin de la semaine. Et vous pouvez nous rejoindre, ça donne aussi accès à 12 mois de communauté inclus. Et dans le programme, vous trouverez tous les modules vidéo, ma méthode complète, comment j'analyse une action de A à Z, mais aussi comment se créer une stratégie d'investissement à long terme, atteindre ses objectifs, les finances personnelles, les actions, les ETF, les options en bourse aussi. Enfin bref, vous avez la page de présentation disponible ci-dessous. Et dans la communauté, on échange avec des investisseurs au quotidien. Et c'est aussi le lieu où je fais tous mes posts, live, vidéos, revues de portefeuille, analyse quantitative des actions proposées par la communauté, etc. Vous avez le lien en description si ça vous parle et on se retrouve de l'autre côté. Et pour les membres actuels de la communauté, pour info, on avait fait cette semaine une vidéo avec l'analyse de Uber, JD, ID Logistique, Reddit et Cal Main Food. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, elle est déjà postée. Et on attaque avec la vidéo, et évidemment il s'agit d'un cas de conseil en investissement. Donc les indices sont sur les plus hauts. S&P 500, vous avez ici le graphique, Nasdaq aussi. On pourrait aussi aller voir le CAC 40, j'en ai pas du CAC 40, mais je sais que lui, alors je sais pas s'il est sur les plus hauts, je le regarde rarement, ça m'est venu à l'esprit comme ça, la vidéo sera pratiquement en live comme d'habitude. Non, CAC 40, on n'est pas sur les plus hauts, ah il a même baissé la semaine dernière, ok. Le Nasdaq, lui, je le connais un peu mieux, il a bien monté la semaine dernière et on est sur les plus hauts. Et impressionnant, hein, depuis le 27-29 mars où on avait tapé les points bas, on ne pouvait pas le savoir qu'on allait taper les points bas à ce moment-là, mais personnellement j'ai beaucoup acheté la baisse, hein, j'ai triplé mon allocation habituelle en termes de cash, surtout pas vendu, et aujourd'hui ça va, ça se comporte bien, et je vais vous montrer du coup aussi le S&P 500. Ça fait plaisir, hein. Bravo à tout le monde, en tout cas je dis tout le monde, ce qu'on fait sur la chaîne, notre vision long terme, notre stratégie, ce dont je parle avec les membres aussi au quotidien. J'entends d'un coup bravo de ne pas avoir vendu la baisse dans notre stratégie globale, mais au contraire d'avoir acheté pas mal d'actions qui étaient sur des prix cibles intéressants, et j'en ai partagé beaucoup, hein. Vous savez que j'ai acheté du IMS, du Amazon, d'autres actions, etc. De toute façon je parle tout le temps des actions que j'achète sur la chaîne, vous avez plein de vidéos pour ça. Enfin bref, les indices vont bien, sur aussi l'indice de l'euphorie et de la peur, quelles leçons. À chaque fois que je vous le montre, ici vous avez le Sentiment Survey, donc c'est les particuliers aux États-Unis. On était passé d'euphorie en janvier, rappelez-vous, on était sur les plus hauts, j'arrêtais pas de dire je remonte mes niveaux de cash, on est sur les plus hauts tranquille. On est passé en peur extrême fin mars, début avril, et regardez, en 2 semaines, c'est vraiment... L'histoire se répète et c'est terrible. Enfin, c'est terrible, si on en a conscience, on en profite, si on arrive à se protéger de ses émotions. On est passé de peur extrême à euphorie en 2 semaines, vous l'avez ici, hein. On n'est pas en euphorie extrême, mais on est en euphorie, et si je vous mets le graphique, mais c'est flagrant. On était à 14, et aujourd'hui on a tapé les 60, 71 sur l'euphorie, c'est de 0 à 100 l'échelle. Et voilà, sentiment surveillé, c'est les particuliers. Quand on est sur les plus hauts, repassent en euphorie, et ils étaient en pessimiste quand on était sur les points bas. Peut-être faire à l'inverse, mais en tout cas, c'est comme ça que fonctionne la psychologie bien souvent. J'achète encore au cas par cas, j'ai encore acheté la semaine dernière des entreprises, mais mon budget il est vraiment revenu à la normale, voire même un petit peu moins, alors que pendant la baisse j'avais triplé mon allocation habituelle, tout simplement parce que quand on est sur des plus hauts historiques, qu'on a les indicateurs sur l'euphorie, et qu'en plus on a pas mal d'événements macro, et même ce qui se passe en géopolitique qui me font dire il peut se passer des choses, notamment si le prix du pétrole reste élevé, on a aussi la saison des résultats qui arrive, ça va amener de la volatilité. Donc je suis plutôt content d'avoir pu acheter les actifs à des prix bas, merci, au marché, l'histoire se répète, et c'est impossible de dire où on sera la semaine prochaine. Et c'est marrant parce que je vous tenais le même discours il y a un mois, vous retournerez voir les vidéos, je vous disais on ne sait pas si la baisse va continuer, c'est possible, mais ça peut aussi repartir. Et là qu'on est sur les plus hauts, je vous tiens le même discours. J'ai aucune idée d'où je serai dans 2-3 semaines. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai pu acheter la baisse et que je continuerai à le faire. Et encore une fois, par contre, sur le long terme, on achète des entreprises qui génèrent du cash,
qui vont en générer certainement de plus en plus dans le futur, et un jour le marché reviendra à nous payer ces entreprises à un ratio multiplicateur de cette capacité à nous générer du cash, et c'est tout ce que je fais quand je fais des projections, que je vous montre régulièrement, on en regardera encore après. J'estime où on sera dans le futur, combien le marché me paiera l'entreprise par rapport à ce qu'elle a, tout simplement dans les documents financiers, ce qu'elle fait au quotidien, ce qu'elle génère comme cash, et ça me donne un prix à payer. On attaque un peu avec les entreprises. Grosse semaine de résultats et du concret, ça va faire plaisir. On va avoir pas mal de boîtes qui publient, SoFi, Microsoft, Amazon, Meta, Google, Apple, Robinhood, Coca-Cola, Visa, Mastercard, Enphase, Qualcomm, Ford, et Moderna, toutes les entreprises du pétrole. Donc voilà, énormément de publications. J'ai préparé quelques slides sur celles qu'on va voir aujourd'hui. Et en boîte française, vous avez aussi beaucoup qui vont publier. On avait déjà parlé, ou en tout cas j'avais déjà regardé Exosens, ça me dit quelque chose. Lumibird aussi, j'ai déjà regardé de souvenirs. Air Liquide évidemment, Airbus, Alten, Olof je connais, Essilor Luxottica, l'Assemblée Générale. Bref, vous avez énormément de choses qui vont se passer. Nexan, Téléperformance. Vous avez qui d'autre qui publie? C'est une grosse semaine. Hein. Vous regarderez ici Michelin, on en avait déjà parlé. Sanofi, évidemment, qui est connu. Total Énergie, Air France, je vous en parle quelques-unes. Hein. Ici, BNP, la Banque Crédit Agricole, ok, donc les banques publient aussi. Donc voilà, etc. Renault, au cas par cas, chacun fera ses analyses. Hein. Société Générale, Stellantis. Bref, énorme semaine de publications. Je ne vais pas toutes vous les passer. Et je vais en suivre pas mal. On va commencer par Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft, donc les GAFAM. Déjà pendant la saison des résultats, je tiens à vous le préciser à chaque fois, c'est vraiment le moment que j'utilise pour remettre à jour tous mes prix cibles, parce qu'on peut avoir des bonnes surprises avec des prix à payer qui augmentent. Là par exemple, ici je vous ai mis Amazon, personnellement je la paye pas plus de 212, donc je suis content parce que j'ai pu acheter Amazon pendant la baisse, mais aujourd'hui je peux plus, puisqu'elle est à 263, et je l'avais acheté là-bas dans toute cette période. Hein. Et maintenant, soit mon prix cible remonte si les résultats sont meilleurs que prévu, et dans le temps il a tendance à monter si l'entreprise fait les choses bien, soit l'entreprise corrige, mais encore une fois, ce que je paie c'est le prix, ce que j'obtiens c'est la valeur, et moi Amazon à 263$, je ne l'achète plus tout simplement parce qu'il faut que je mette la barre quelque part, je suis obligé de rester rationnel, et c'est toute ma méthodologie d'analyse qui est qu'il y a un moment, si je la paye 212, on pourrait se dire, ah bah allez, à 220 on y va. Ouais, mais si on se dit à 220 on y va, ah bah à 230 on y va, ah bah à 240 on y va. Non, il y a un moment, il faut être rationnel. Et c'est pour ça que j'ai une barre qui est placée via mon analyse. Donc je vais mettre tout ça à jour. Pareil, Meta et Microsoft, bien joué pour les achats pendant les baisses. Je dis bien joué parce que je sais que certains parmi vous ont acheté. Et Microsoft, j'en ai déjà. Microsoft, ça remonte pour moi. Hein. C'est une très très vieille position. Vous voyez, j'ai un prix de revient unitaire à 167$ sur Microsoft. C'était en 2020, donc c'est du moyen terme, 5-6 ans. C'est même pas encore du long terme, mais je suis déjà à plus 153% x 1, x 2,5 quoi. Bref, Amazon, on est vraiment pas loin. Ça peut aller très vite en bourse, surtout si mon prix cible remonte, donc je vais m'y intéresser. Google et Apple, on est beaucoup plus loin en termes de prix cible, hein, donc je conserve. Apple, pareil, c'est une vieille position pour moi. On m'a souvent dit il faut la vendre, ils innovent plus, etc. Moi, je veux pas la vendre pour l'instant. C'est mon innovateur silencieux, Apple, comme j'aime l'appeler. Il est où mon prix cible? Il est à 50, je l'avais payé. C'est en juillet-août 2019. Hein. Donc, on est toujours sur du moyen terme, 6-7 ans. Ça fait un fois 5,3. 400 et quelques pourcents. Et comme quoi, vous voyez, à penser moyen terme et long terme. Hein. Là, on est que sur du moyen terme. Pour moi, long terme, c'est plus du 10 ans et plus, 5 ans, 6 ans, 7 ans, moyen terme. Et Google, c'était, rappelez-vous, ChatGPT les a tués. C'est sûr, ils ne vont pas survivre à l'IA, blablabla. C'était de novembre 2022, apparition de ChatGPT, puis tout 2023, la longue baisse. Voilà, vous avez la position ici, hein, 108$ de prix unitaire. Google, on est trop cher, je vous ai déjà donné mon prix cible. De toute façon, si vous les voulez, vous avez la communauté, si vous les avez tous, et sinon vous pouvez regarder les vidéos, je les donne à chaque fois. C'est juste qu'il y a énormément de vidéos sur la chaîne. 220, 210 de souvenirs, un truc comme ça. Mais donc on n'y est pas. Mais je vais les suivre, pourquoi toutes ces entreprises? En fait, dans tous les cas, je veux les regarder et écouter ce qui se dit sur l'IA. Est-ce qu'ils investissent? Est-ce qu'ils voient l'adoption? Est-ce qu'ils voient des produits qui sont utiles? Personnellement, je ne peux plus m'en passer. Je l'utilise absolument tout le temps. Je vois des entreprises comme Google qui, soi-disant, allaient se faire tuer par l'IA. Aujourd'hui, quand vous allez sur Google, vous mettez une recherche dans la barre Google et vous obtenez des réponses en IA. C'est assez bluffant. Aussi, regardez les CAPEX, les chiffres, l'adoption, les marges, évidemment l'état de la trésorerie. D'ailleurs, on peut aller regarder ensemble. Ça, c'est Visa Mastercard, c'est pour après. Vous voyez ici les cash issus des opérations de ces 4 entreprises.
Et je vais vous mettre en face les CAPEX. Donc on est quand même sur des boîtes qui vous génèrent en 12 mois glissants chacune plus de 100 milliards de cash issus des opérations. Et par contre, si je rajoute les CAPEX, vous allez voir à quel point ils investissent. Et je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein. Donc là, si vous regardez, vous voyez, Amazon a généré 139 milliards de CAPEX et ils réinvestissent 131. Google, 91 investis pour 164 générés. Meta, 115 générés, 69 investis en 12 mois glissants. Et Microsoft, 160 milliards de cash sur les opérations générées, 83 investis. Et évidemment, hein, quand on fait la soustraction, vous l'avez compris, c'est les free cash flow, mathématiquement le calcul. Hein. Donc c'est les flux de trésorerie disponibles quand je retranche les capex aux operating cash flow. Aussi surveiller s'il y a des annonces autour de est-ce qu'ils voient l'IA qui est en train de faire du mouvement dans notamment le marché du travail. Meta va encore licencier, Amazon l'avait déjà fait plusieurs fois. Chez Microsoft aussi, ça parle un petit peu de ça, donc à suivre, parce que si vous commencez à avoir un narratif autour de une baisse de l'emploi, de récession, etc., ça peut avoir un gros impact au niveau des décisions de la Banque centrale. On en parlait dans un post-school hier, je crois, ou avant-hier. Bref, on continue. SoFi et Mastercard. SoFi, je vais suivre pour 3 mots. L'adoption, l'adoption et l'adoption. Je dis 3 mots, mais c'est 3 fois le même mot. Tout simplement parce que, au départ, quand je suis entré sur cette entreprise, je peux vous montrer aussi ma position. J'ai 800 actions de souvenirs sur SoFi. Enfin, oui, c'est sûr, c'est ça. 800 actions, prix de revient unitaire à 6,88 $. Elle est à 18 là. Ouais, c'est ça. Elle était montée à plus de 30 quand elle était là où j'avais vendu des calls. Je pourrais le refaire. Aujourd'hui, je m'amuse pas à vendre des calls à 18 parce que j'ai pas envie de la perdre. Et cette entreprise, en fait, j'étais rentré dessus quand elle était en train de devenir profitable, mais ça se voyait pas encore tout à fait si on n'allait pas dans les documents financiers. Si on regardait juste un PER, bon ben voilà, on se disait ah c'est quoi cette boîte, mais en fait en grattant un peu plus, c'était à mon avis une très bonne affaire à 6,80 $. Et ce business, j'en ai déjà parlé plein de fois, vous avez des vidéos sur la chaîne aussi. Adoption, adoption, adoption. Voilà la croissance du nombre de membres et du nombre de produits utilisés. Je sais pas quoi vous dire, regardez les chiffres, des fois des chiffres ou une image, un graphique vaut mieux que 1000 mots. Adoption incroyable, il s'attaque énormément à ce qui se passe sur les banques traditionnelles, cette entreprise qui est devenue profitable, qui continue à investir massivement tout de même en marketing pour aller chercher de nouveaux clients, et que je conserve. Et honnêtement, je vais la suivre parce que dans le monde des paiements, il se passe beaucoup de choses, dans le monde aussi de la banque. Pareil, Visa et Mastercard. On est sur des niveaux de valorisation sur ces dernières années qui sont plutôt bas. Je vais vous les montrer aussi, vous les avez ici. Donc si vous regardez cette boîte, aujourd'hui elle s'échange, Visa quand même 14 fois le chiffre d'affaires et Mastercard 14 fois aussi. Mais ça s'est échangé en 2021. Bon, tous les marchés s'étaient un peu emballés à ce moment-là, mais ça s'est échangé quand même à 22 fois les chiffres d'affaires. Donc ça se paye beaucoup moins cher. Historiquement, sur les 10 dernières années, on est assez bas. Et vous voyez, pareil, ça se paye en ce moment 30 fois les bénéfices pour Mastercard, 28 fois pour Visa. C'est toujours sur le haut du panier, mais c'est des boîtes avec des très belles marges. Je vais peut-être aller écouter les appels ici aux investisseurs pour voir ce qu'ils font sur d'autres segments que j'utilise au quotidien et que je vois. Et si je prends les prix par rapport au flux de trésor sans réintégrer les compensations en actions, on est à 28 et 26 contre des médianes historiques à 37 et 30. Hein. Donc on est sous les médianes historiques des dernières années sur les niveaux de valorisation de ces entreprises. Ce que je vais regarder dessus, il faut que j'aille écouter les appels des signaux investisseurs. D'ailleurs, si certains parmi vous sont investis dessus, ont écouté la direction, les appels, etc., n'hésitez pas à en parler en commentaire de tout ce que vous avez observé, parce que je pense que je vais prendre le temps d'aller le faire. J'ai beaucoup de temps pour écouter en ce moment avec tous les projets que j'ai en parallèle de YouTube, et aller voir ce qu'ils disent notamment sur les paiements, par exemple à l'international. Je le vois au quotidien. Quand je voyage, ce qui est assez souvent le cas, par exemple l'adoption des stablecoins, c'est assez impressionnant. Vous en arrivez à un moment, si vous voyagez beaucoup dans certaines zones géographiques où les systèmes de paiement ne sont pas aussi développés que dans d'autres pays, à devoir les utiliser, parce qu'il y a plein de gens qui payent comme ça, parce que selon le pays duquel vous venez, vous n'avez pas des systèmes bancaires aussi solides. Pareil, enfin solide dans le sens aussi développé et adopté par tous. Après la solidité c'est une autre histoire, mais j'entends vous avez des pays où les systèmes de paiement ne sont pas aussi développés que par exemple si vous allez en Europe, bon ben voilà, c'est les comptes bancaires dans les banques comme on le fait depuis 50 ans, les cartes bancaires, etc. Il y a des pays où c'est un petit peu plus avec différentes solutions. Quand vous y allez au quotidien, vous le remarquez, les moyens de paiement sont différents. Pareil, est-ce qu'ils vont aller chercher des nouveaux marchés qui ont des moyens de paiement alternatifs?
De suite, je prends UnionPay que j'ai utilisé pendant de nombreuses années en Chine. Je ne sais pas s'ils réussiront à y aller. On peut toujours utiliser Visa et Mastercard là-bas, ça fonctionne, mais c'est pas ce qui est le plus utilisé. Pensez à Currys en Indonésie, à Pix en Amérique du Sud. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller prendre des parts de marché et comment ils vont avoir des avantages compétitifs par rapport à ces systèmes? Comment un Visa ou un Mastercard arrive à aller chercher de l'adoption face à un Currys, face à un Pix? Quand je suis par exemple en Indonésie, Currys est utilisé par les locaux. Les touristes, oui, utilisent Visa Mastercard, mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour aller chercher de la croissance là-bas, parce que c'est des marchés qui montent en puissance. Et ça, j'ai pas les réponses parce qu'il faut que j'aille écouter la direction, mais ils doivent forcément en parler, j'imagine. Et est-ce qu'ils ont une meilleure offre produit qui va permettre de faire de l'adoption face à ces systèmes qui en fait sont des systèmes bien souvent implémentés par les gouvernements, des systèmes entre guillemets poussés un petit peu en local. Autant de questions qualitatives à se poser avant d'investir, mais j'aime bien le secteur. Parce que c'est un secteur où il y a du volume, où il y a de la marge. Je pense que les volumes vont accélérer. Surtout par exemple si je vous parle des microtransactions en ligne, certainement qui vont être faites de plus en plus avec les agents IA notamment. Et même je le vois, les transactions en ligne, elles explosent, les microtransactions, les stablecoins, ils doivent en parler. Est-ce qu'ils vont l'adopter parce que c'est utilisé au quotidien? Vraiment, enfin là en France non, mais à l'étranger je le vois tout le temps. Très souvent on me dit est-ce que je peux te payer en USDT ou en USDC? C'est une phrase qui ressort tous les jours, dans toutes les conversations, dans plusieurs pays, avec pour certains pays des centaines de millions d'habitants, et des économies en croissance. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour s'attaquer à ça? C'est des questions que je me pose, et je pense que la direction doit forcément en parler. Et voilà, si vous avez toutes ces infos, si vous êtes investi dessus, j'imagine que vous avez déjà fait toutes ces recherches, n'hésitez pas à en parler en commentaire, ce sera avec plaisir. Et on va finir rapidement sur d'autres boîtes. Alors, Enphase, je vais la suivre puisque je l'ai toujours en portefeuille et je mets un point d'honneur à la suivre puisque c'est une ligne que j'ai en portefeuille. L'entreprise et tout le secteur du solaire traversent une période difficile. Je suis en moins value dessus et c'est encore pour ça que je mets encore plus un point d'honneur à la suivre dans le temps et à en parler sur YouTube. Robinhood, parce que j'aime bien le business model. Eli Lilly, car je suis très exposé à la distribution des GLP-1, donc tous les médicaments pour la perte de poids. Novo Nordisk aussi qui en fait, et donc évidemment via IMS et d'autres entreprises, je suis exposé à ce secteur. Donc voilà, 3 entreprises que je vais suivre à titre personnel. Et je voulais finir aussi sur Air Liquide. C'est une entreprise européenne qui pourrait m'intéresser si un jour elle arrive à une valorisation que j'apprécie. Là, elle est un peu chère en ce moment, elle est sur les plus hauts. J'avais déjà fait plein de vidéos sur la chaîne dessus et j'en referai peut-être une la semaine prochaine si ça vous intéresse. Mais comme ça a été le cas sur ASML et LVMH qui pendant longtemps étaient trop chers, et au final, un jour, j'ai pu rentrer dessus. Et donc, je veux suivre Air Liquide et je mettrai mes chiffres à jour. On le fera certainement, de toute façon, c'est sûr qu'à titre personnel, je le ferai. Et peut-être sur YouTube aussi, si ça vous intéresse. Peut-être rajouter de la marge de sécurité, j'en ai pas mis à ce jour, voir aussi si je suis toujours prêt à payer ce prix-là, ou si je serais prêt à payer un peu plus cher, et le prix à payer, le mettre à jour. Mais Air Liquide, très belle entreprise qui ferait partie aussi, on peut penser à des Schneider Electric, à ASML, je l'ai dit, LVMH, Novo Nordisk aussi, qui est une belle entreprise qui a été massacrée, pour le coup concurrent de Eli Lilly. Donc voilà, je ferai le suivi, dites-moi si une vidéo YouTube vous intéresserait dessus. Et je crois que cette vidéo a été plus longue qu'à l'habitude, j'essaie souvent de les garder sous les 15-20 minutes, on doit être plutôt dans le haut du panier en termes de temps, mais j'espère qu'elle vous aura intéressé. Grosse semaine qui arrive, on va faire du suivi ensemble. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, comme je vous le disais, dans le programme, vous avez la page de présentation avec tous les modules, comment nous rejoindre, et ça donne aussi accès à la communauté du coup dans laquelle on échange au quotidien. Vous avez 12 mois inclus si vous prenez la formation, que vous pouvez ensuite conserver au-delà d'un an, si vous souhaitez ou pas d'ailleurs rester dans la communauté qui est elle sans engagement, et vous pouvez rejoindre les deux, et merci à vous, parce que c'est aussi grâce à votre soutien et à la dynamique qu'on a tous ensemble que je peux continuer à faire tout ça. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.